bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce panel RP 2.0 et influence. On va parler d'e-réputation. Le sujet a été un petit peu... Le micro bien près de la... introduit tout à l'heure. Donc, la e-réputation aujourd'hui qui concerne tout le monde, les individus, les entreprises, les institutions et même les pays. On y reviendra tout à l'heure avec Aurélien. On va commencer avec Jérôme Lacombe. Alors, Jérôme Lascombe, vous allez nous dresser un panorama de la e-réputation et nous parler des RP 2.0. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que les RP 2.0 ? Comment ça a évolué tout ça, les RP et quels sont les enjeux ? Alors, on m'a dit que c'est le bouton vert. Oui, je crois. Vous pouvez passer. Alors, les RP 2.0, c'est un certain nombre d'évolutions récentes du monde très traditionnel des RP. Alors, pourquoi est-ce qu'elles ont évolué, ces RP ? C'est parce qu'il y a une évolution du contexte, une évolution assez drastique de ce qui se passe, notamment dans le monde des médias. Alors, vous avez derrière moi une carte du monde avec un certain nombre de couleurs. Et c'est une carte un peu prospective qui décrit les prochaines étapes, les prochaines années disons, la disparition des médias papier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de journalistes, mais ça veut dire que ces journalistes ne publieront leur contenu plus sur du papier, mais de façon électronique. Alors, bon, c'est un peu un basique de dire ça. Alors, plus c'est rouge, plus c'est récent. 2017 aux États-Unis, bon, on peut en discuter. 2029 en France. Voilà. Alors, dans ces enjeux, finalement, la question à se poser, c'est comment aujourd'hui on accède, le consommateur, le public accède à des contenus, que ce soit de l'information, que ce soit du divertissement. Comment aujourd'hui les gens accèdent à des contenus ? Sur le net, ils accèdent aux contenus de deux manières. La première recommandation, c'est le PageRank de Google. On sait qu'en France, quand on cherche de l'information, quand on cherche quelque chose sur le net, eh bien, très souvent, dans la majorité des cas, on passe par le PageRank de Google. Et puis, il y a une deuxième manière de naviguer aujourd'hui sur Internet et d'aller chercher des contenus, c'est la recommandation des amis ou la recommandation des connexions sur LinkedIn, etc. etc. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on fait des RP, ben, on fait deux choses. La première chose, on essaye de donner un accès à ces contenus via Google sur le web, donc de produire des contenus qui sont des contenus, comme on dit en anglais, Google friendly, c'est-à-dire des contenus qui sont efficaces et bien référencés. Et on essaye aussi d'intervenir, de produire des conversations pour être visible, pour être présent sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les RP digital, c'est quoi ? C'est deux choses, avec une sorte d'interaction très ténue, très imbriquée avec ce qu'on appelle le SEO, donc le référencement naturel. Aujourd'hui, les RP produisent beaucoup de contenu visible et accessible grâce aux moteurs de recherche, d'où cette intégration de ces métiers. Alors aujourd'hui, les marques, elles ne peuvent plus négliger leur e-réputation, elles ne peuvent plus négliger tout ça. Comment elles doivent s'y prendre exactement pour s'organiser ? Et est-ce qu'il y a encore justement certaines marques qui sont fragiles vis-à-vis de tout ça ? Plus il y a de contenu sur les marques et plus il y a des contenus, disons, dispersés, c'est-à-dire des gens qui parlent des marques sans que les marques finalement aient un contrôle, une maîtrise de ces contenus, plus ces marques sont exposées. Donc plus elles sont fragiles, plus leur réputation est fragile sur Internet. Alors, il y a un sujet qui est un sujet sur lequel on réfléchit beaucoup, c'est l'étanchéité des marques. Est-ce que votre marque prend l'eau ou pas ? Au XXe siècle, les marques, elles étaient quand même assez stables. L'archétype de la communication d'une marque au XXe siècle, c'était le spot de 30 secondes avant le JT de 20h ou juste après. Et puis donc, les marques, elles avaient une réputation qu'elles achetaient. On fait de la pub. C'était le modèle dominant de la communication et du marketing. Aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, les marques sont beaucoup moins stables, elles se diluent dans leur environnement. Beaucoup de gens contribuent, elles sont plus univoques, elles deviennent multivoques. Beaucoup de gens contribuent à la réputation des marques. Et puis c'est surtout, finalement, elles achètent moins leur réputation
qu'elle ne la mérite. Hein. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens de RP comme moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est moins dans l'achat d'espace, dans l'achat d'audience, que finalement essayer de convaincre une audience d'attirer l'attention d'une audience sur sa marque et sur ses valeurs. Alors aujourd'hui, vous allez nous expliquer pourquoi il n'y a pas une sorte de e-réputation, mais deux types de e-réputation en fait. Oui, en fait, l'e-réputation, c'est quelque chose de... Vous avez autant de manières de définir l'e-réputation qu'il y a d'agences ou de spécialistes de l'e-réputation, justement. En fait, il y a deux types d'e-réputation. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a ce qui se voit sur les moteurs, hein, ce qui est très accessible, très visible, et puis il y a ce qui se dit et ce qui est échangé sur les réseaux sociaux. Alors, quand on parle d'e-réputation chez Hopscotch, nous, on a en gros 5 critères principaux. Le premier, c'est la visibilité. Pour avoir de la réputation, il faut être vu. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un tape une requête sur une marque, sur un moteur, eh bien qu'il y ait beaucoup de contenu qui remonte. Voilà. Plus il y a de contenu, plus on est visible. Moins il y a de contenu, moins on est visible. La deuxième chose, c'est l'intérêt. Combien il y a d'internautes qui requêtent, qui posent des questions, qui cherchent de l'information sur vous? Ça, c'est aussi un élément important de l'e-réputation, c'est l'intérêt des internautes à un moment donné. Troisièmement, il y a le sentiment. Quand on voit des contenus, sont-ils positifs, neutres, négatifs? Quels sont les qualificatifs qui sont accolés à votre marque? Quatrième élément, le contrôle, la maîtrise. Vous savez tous que les internautes en France, quand ils cherchent de l'information sur votre marque, ils vont regarder les 2, 3, 5, 10 premiers liens qui vont être suggérés par les moteurs. Ils vont rarement sur la deuxième ou sur la troisième page. Donc, ce qui est important, c'est de maîtriser ces premiers liens. Donc, un autre élément clé de l'e-réputation d'une marque, c'est sa maîtrise de ces premiers liens. Il vaut mieux avoir un site corporate et, que dis-je, pour une personne, par exemple, un lien vers son profil LinkedIn, que des gens qui s'expriment sur un forum et qui disent du mal de vous. Voilà. Et puis l'autre point qui est clé, c'est la recommandation, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Et là, vous avez d'autres manières d'évaluer ça, hein, de le définir. En fait, il y a 4 grands critères. Il y a la puissance. Combien vous avez de suiveurs sur votre compte Twitter? Combien vous avez de fans sur votre page fan? Voilà, la puissance. Vous avez la vivacité, c'est-à-dire combien vous publiez, en gros, de contenu. Hein, combien de posts, combien de tweets, etc., etc. Vous avez l'engagement, c'est-à-dire comment vous communiquez finalement comment vous conversez avec vos publics, avec les gens qui sont sur votre page fan, qui vous suivent sur Twitter. Et puis il y a l'influence. L'influence, c'est essentiellement vos contenus. Est-ce qu'ils sont retweetés, par exemple? Est-ce qu'ils sont likés? Voilà. Et puis autour de tout ça, il y a la dispersion, c'est-à-dire au-delà de votre présence à vous, votre présence officielle, que disent les gens de vous quand ils parlent de votre marque en dehors de vos espaces. Et ça, c'est un point important parce que c'est là que réside le principal risque en termes de réputation. Est-ce que vous avez travaillé sur une étude? Est-ce que vous pouvez nous donner les résultats? Parce qu'il y a quand même certaines marques en France qui s'en sortent mieux que d'autres là-dedans. Oui, bien sûr. Alors, on a fait une étude, un comparatif franco-chinois. Alors, c'est totalement arbitraire, mais on s'est dit, on a demandé à nos équipes en Chine de faire le boulot et nos équipes en France aussi. Et on a pris les 20 premières marques du classement Interbrand qui vient d'être publié. Donc, ce sont des marques globales présentes en France, en Europe et en Chine. Et puis, on a essayé d'analyser leur présence avec les critères que je viens d'évoquer sur Facebook, Twitter et Weibo. Alors là encore, c'est arbitraire. On aurait pu aussi rajouter les réseaux sociaux professionnels en France, hein, les LinkedIn, Viadeo, etc. Ou on aurait pu, en Chine, par exemple, rajouter Zhenzhen, rajouter d'autres réseaux sociaux clés, mais on a voulu faire simple. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Il ressort aujourd'hui en France que sur Facebook, pratiquement toutes les marques sont présentes. Vous en avez 14 sur les 20 premières qui sont présentes, très présentes, avec des publications de contenu très fréquentes. Vous avez 2 types de présence. Il y a la page fan France, en français, et il y a les contenus français sur des pages globales, hein, mais les Français y accèdent de façon, si j'ose dire, géolocalisée. La page vous reconnaît et vous accédez au contenu français de la page Coca-Cola, de la page Louis Vuitton. Louis Vuitton a une page globale, pas une page locale.
Voilà. Donc il y a essentiellement du local, un peu de global, et ceux qui sont les plus actifs ou qui ont le meilleur rating sont plutôt des marques grand public, clairement. Hein, c'est elles qui ont le plus de clients et de consommateurs, plutôt que des marques B2B. Alors sur Twitter, là pour le coup, ça gazouille beaucoup moins. Hein, sur Twitter, sur les 20, il y en a 9 qui ont un compte actif. 9, c'est pas beaucoup, c'est moins de la moitié. Vous en avez d'autres qui ont un compte, mais qui est plutôt là en embuscade, comme on dit, c'est-à-dire je suis présent, mais je produis pas beaucoup de contenu ou pas du tout, mais je commence à avoir des suiveurs. Ça, c'est des marques très grand public, par exemple. Et puis, il y a des marques qui sont présentes parce qu'elles ont peur de se faire piquer leur identité. Donc, elles évitent l'usurpation en postant, en créant un compte, sans l'animer. Et puis, vous avez des marques, par exemple, comme Amazon, qui ont un compte français, mais qui est très peu actif. Voilà. Ça, c'est quand on fait le tour rapidement. Et puis, Weibo. Alors là, sur Weibo, c'est beaucoup plus simple. Tout le monde y est. Tout le monde y est. Vous savez, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Il y a suffisamment d'articles aujourd'hui dans les médias français sur Weibo, mais vous avez plus de 300 millions de personnes actives sur ce réseau social, donc, et dans un seul pays, bien sûr. Donc, c'est pour les marques qui veulent s'implanter en Chine et avoir une visibilité auprès de consommateurs chinois, ça devient un must. Hein. Mais c'est tout neuf, Weibo. Ça fait pas très longtemps. Donc, les marques sont présentes depuis pas très longtemps sur ce réseau social. Si on essaye de rentrer un peu dans les classements, je ne vais pas vous asséner trop de chiffres, mais grosso modo, vous avez ici les marques les plus actives, les plus puissantes, avec le meilleur engagement sur Facebook en France. Voilà, Samsung, BM, McDonald's. Sur Twitter, vous avez aussi toute une série de marques qui sont très présentes et avec des comptes très actifs et un engagement important. On retrouve Nokia, vous avez également Microsoft qui est très bien situé, vous avez HP, c'est surtout des marques techno finalement, hein, HP, Microsoft, IBM. Et sur les comptes Twitter globaux, Coca, McDo sont vraiment devant, donc des marques de grande consommation. Et puis si on va sur Weibo, là c'est l'automobile qui prédomine. Les Chinois adorent ça visiblement, donc c'est les marques automobiles. Il y a Toyota numéro 1, puis vous retrouvez BM, IBM et encore Nokia qui est présent. Et si on avait à faire un classement général, je pense que Nokia serait la marque qui serait la plus active, en tout cas la mieux notée compte tenu de notre méthodo sur les réseaux sociaux en France et en Chine. Juste pour finir, il y a une marque qui est vraiment très atypique, alors ça va sans dire, mais c'est la marque qui excelle dans les relations publiques et dans tout ce qui est bouche à oreille et notamment viralité sur le net, c'est la marque Apple. Pas de compte officiel, en tout cas on n'en a pas trouvé. Sur Twitter, pas de page fan officielle, mais un bruit assourdissant. Ce sont les fans qui parlent de la marque Apple et qui en parlent de façon très puissante sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook avec les fanboys, que ce soit sur Twitter. Ces comptes ne sont pas des comptes officiels, mais les contenus sont en énorme majorité des contenus positifs. Et à tel point en plus que même en cas donc on ne peut pas parler de bad buzz vraiment, mais même en cas de commentaires négatifs, Apple n'a même pas besoin en fait, de se défendre toute seule, puisque les fans d'Apple le font à sa place finalement. Oui, c'est une marque qui est portée par ses clients, qui est portée par des fans au sens large du terme. Et donc, quand il y a des contenus négatifs qu'on retrouve sur le net, très souvent, pas toujours, hein, mais très souvent, la réponse est apportée par des fans. Il y avait l'affaire de l'autonomie des POM 5, hein, des Apple 5 qui arrivent. Vous avez vu des contenus, enfin vous les avez peut-être pas vus, mais beaucoup d'utilisateurs qui venaient d'acheter leur Apple 5 ont dit mais c'est absolument faux, il a une autonomie formidable, etc. Et c'est d'autant plus crédible que c'est pas Apple qui parle. Hein. Donc on est vraiment dans une logique de fans, d'alliés qui défendent la marque quand elle est un peu égratignée sur Internet.